Bonjour tout le monde. Je suis Kamran Afzali, très content d'être avec vous. Je vous parle d'abord un peu à propos de moi-même. Mon background, c'est neurosciences et psychologie quantitative. J'ai fait un doctorat dans ce domaine-là en France. Après, j'ai suivi mes études postdoctorales en Australie et ici au Canada, à l'Université de Montréal. Actuellement, je travaille comme spécialiste de données au sein du consortium santé numérique à l'Université de Montréal. Et mon travail, c'est de créer synergie et de mettre ensemble santé et numérique. Euh, Si vous êtes familier avec des données de santé, dans le domaine de santé, on a différents types de données. On a des données d'imagerie, des données de neuroimagerie et des données de type texte, parce qu'il y a beaucoup de prescriptions, beaucoup de descriptions de patients. Et aussi, on a des données de type signal et série temporelle. Et dans ce cadre-là, j'ai eu l'opportunité de travailler sur les données séries temporelles et aujourd'hui, je vais vous présenter une introduction, peut-être parfois un peu plus qu'une introduction sur les séries temporelles et analyse prédictive. Quand on parle de prédiction, si vous êtes familier avec prédiction, ça nous paraît quelque chose de très intuitif, quelque chose qui n'est pas vraiment basé sur la science. Et au cours de l'histoire, il y a plein de prédictions qui n'étaient pas correctes. Quand, par exemple, ici, j'ai mis quelques exemples de prédictions qui étaient vraiment fausses. Thomas Watson de IBM, il a dit que je pense qu'il y a juste marché pour 5 ordinateurs dans le monde. Steve Ballmer de Microsoft, il a prédit que iPhone, ça ne serait pas un produit très populaire. Euh, ou même Einstein, il a prédit qu'on ne va jamais atteindre et utiliser vraiment énergie nucléaire. Tout ce genre de prédictions s'avère euh, pas correct, fausse. Mais comment on peut passer de ça et vraiment transformer la tâche de prédiction d'une tâche intuitive, d'une tâche qui n'est pas vraiment exacte à une procédure scientifique. C'est-à-dire que comment on peut utiliser les données, les chiffres et rendre prédiction une procédure exacte et bien définie. Si on a la capacité de faire ce genre de prédiction, ça peut être un baromètre pour l'institut. L'institut, ça peut être votre business, ainsi que, par exemple, un hôpital, université, là où il y a des chiffres et des flux de données, on a besoin de faire des prédictions. À la base de ce genre de prédiction, on peut mieux comprendre aussi des points de changement au sein de l'Institut et on peut découvrir des opportunités ou des enjeux, des complications à l'avenir. Déjà, quand on parle de série temporelle, on parle de quoi? C'est quoi une série temporelle? Euh, et je vous demande si vous voulez, en fait, de m'interrompre, parler de vos idées à propos des séries temporelles, n'hésitez pas. Euh, Série temporelle, c'est comme tous les types de données que vous avez vues, c'est une suite de chiffres. Mais les spécificités des séries temporelles, c'est une séquence de données dans l'ordre chronologique, c'est-à-dire les données plus anciennes aux données plus récentes. Euh, il, Très souvent, il s'agit des données enregistrées dans les périodes de temps également distantes. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que normalement, dans les données séries temporelles, c'est pas comme ça qu'on a quelques points de données dans l'or, après quelques points de données
pour jour, après pendant la semaine. Si on a des données bien propres, comme les séries temporelles, c'est toujours chaque heure un point de données, ou chaque jour, ou chaque semaine, ou même chaque année. Et ça peut être univarié, c'est-à-dire une série temporelle, ou multivarié, c'est-à-dire plusieurs séries temporelles qui varient ensemble. OK, ici, du coup, on a parlé à propos de c'est quoi les séries temporelles. Il s'agit d'un flux de données. Euh, Ça peut être enregistré dans les différentes périodes de temps, mensuelles, hebdomadaires, quotidiennes. Ce qui est important, c'est qu'au sein de même série temporelle, euh, on doit utiliser les mêmes unités de temps. À la base de ces séries temporelles, on peut regarder des patterns, en fait, et on peut faire extrapolation pour regarder, OK, si les données augmentent au cours de temps, peut-être on peut prédire que dans 1 an, 2 ans, il n'y a pas de raison que ça augmente pas. Si les données, ça diminue au cours de temps, après avoir assez de données, on peut être plus ou moins confiant que les données vont diminuer. Du coup, avoir ce genre de données, ça nous permet de prédire, de faire, entre guillemets, des forecasts, des valeurs par extrapolation. Et on, pour l'instant, pour première partie de ce cours, on utilise juste le temps comme variable qui explique les variations dans les données temporelles. Je vous explique ça après, c'est-à-dire quoi, utiliser le temps comme le prédicteur. Jusqu'à maintenant, est-ce que vous avez des questions, commentaires, blagues? Non, rien. Okay. N'hésitez pas à intervenir Oui, pour poser des questions à Cameron. oui. Moi, même de dire quelque chose pour casser l'ambiance et quelque chose ludique, c'est tout à fait correct. Ici, on utilise l'exemple de demande de l'abri, d'abri, demande de shelter en anglais. Les données qu'on va utiliser, j'ai mis sur le Colab, c'est des données de demande de l'abri de 2014 jusqu'à 2021 dans le service de l'hébergement de ville, c'est, je pense, Washington, D.C. Il y a aussi des covariables comme des jours fériés et des données météorologiques. Et on va regarder comment ces données sont distribuées. Et en fait, si on peut faire de façon efficace une prédiction de ces données-là ou pas. J'ai une main levée. Alors, j'essaie de bien prononcer votre nom, c'est Ursula. Oui. Ursula. Oui, vous avez bien prononcé, merci beaucoup. Merci. J'aurais une question par rapport, je ne sais pas si c'est en termes d'études chronologiques. Je donne un exemple. Si j'ai des données sur 2 années, on va dire, là par exemple, vous avez pris le cas de prédiction de l'utilité des abris en décembre 2020. Supposons que vous aviez juste des données pour 2018, on va dire ça, et 2019, et qu'on vous demande de faire une prédiction pour 2020. Est-ce que vous pensez que 2 années seulement de recul vous permettrait de faire une prédiction? En fait, et pour chaque année, vous avez des données juste annuelles, mensuelles ou journalières? Juste annuel. Juste annuelles, non, je dirais non. D'accord, OK. Oui, c'est ça, c'est cool. Je vais vous expliquer un peu plus tard. Pour voir vraiment ce qui se passe, on a besoin de regarder différents types de patterns dans les données. C'est-à-dire s'il y a des différences au niveau des différences cycliques. Par exemple, dans le cas de demande de l'abri, on sait que toujours quand il fait plus froid, il y a plus de demandes de l'abri. Du coup, autour de l'hiver, ça augmente tous les ans et après, autour de l'été, ça diminue. Du coup, tu as besoin des données longues pour tous les jours ou au moins tous les mois d'année pour voir ce genre de pattern au cours de plusieurs années
pour faire une extrapolation après. OK, parfait. Merci. Est-ce que ça fait du sens? Oui, c'est excellent. Merci. Oui, Oui, ça fait du sens. parfait. Et merci de ta question, mais c'est ça. Meilleure chose qu'on peut faire avec 2 années de données, c'est juste de calculer la moyenne, de dire que voilà, avec 2 années de données, probablement 3e année, ça va être la moyenne de 2e année. Mais plus que tu as des données, plus tu as de liberté de travailler avec ces données. OK, on va regarder. Je vous ai envoyé le Je crois qu'il y a une main levée. Oui. Ah, Oui. une autre? Mais Oui. je vais continuer sur la question d'Ursula. Est-ce qu'il y a un minimum de période temporelle à avoir pour faire des prédictions? En fait, j'aime bien. Cette question s'était posée, combien de points de données je dois avoir? Et la réponse est toujours plus. Tu vois, c'est quoi? Au moins, tu dois avoir, si, par exemple, tu veux faire une prédiction pour une année, pour capturer tous les outils, tous les aspects cycliques des données, tu as besoin des données d'une année. Si, par exemple, tu as plus que une année ou deux, c'est mieux, mais tu ne peux pas, par exemple, sans voir les données de l'hiver, faire une prédiction sur les données de l'hiver de demande de l'abri. Du coup, au moins, tu as besoin des données d'un cycle complet pour faire prédiction sur un cycle. Et sur le fichier de données, je vous montrerai ça. OK? Merci, Lucie. OK. C'était... OK. Non, ici. Parfait. Du coup, première case, c'est pour installer quelques packages. Ça peut prendre un peu de temps. Si c'est sur le Colab, si c'est sur votre système, ça prend moins de temps. Après, j'ai mis le fichier sur mon GitHub. Du coup, vous pouvez le télécharger instantanément. Quand vous téléchargez le fichier, vous pouvez voir que première colonne, c'est date. Après, le nombre des adultes dans le shelter. Après, il y a tous les types, tous les données, par exemple, le nombre de familles, le nombre des enfants et les données de type des vacances. Mais première chose, quand vous travaillez avec les séries temporelles, c'est de travailler avec cette colonne-là, date. On va regarder quel type de données on a dans la colonne date. On a des données de type CHR. Est-ce que vous connaissez c'est quoi ça? C'est normalement en R, CHR, c'est character. C'est-à-dire que pour R, tout ça, ce n'est pas de date, c'est un texte. Première chose, quand vous ouvrez votre fichier, c'est vous regardez la date, vous regardez avec cette fonction str, est-ce que la date vraiment est-ce que R, il le comprend comme une date ou pas? S'il ne le comprend pas comme une date, on doit le transformer en date. Pour faire ça, il y a cette fonction strip time qui va prendre ces données de type texte et de le rendre comme les données de type date. Quand je le fais tourner et je demande encore une structure de colonne date dans notre donnée, il nous dit que c'est de type POS, c'est POSIXLT, ce qui est le format date utilisé en R et Python. Ce qui est bien, c'est que quand vous avez des données de ce format-là, vous pouvez faire plusieurs choses. Une première chose, quand vous regardez les données, vous avez UTC, c'est-à-dire le time zone de vos données. Après, vous pouvez extraire le jour, quel jour de mois
ces données, ça correspond. Si vous travaillez juste avec les textes, c'est presque impossible de faire ça. Quelle année, quel mois, quel jour de l'année. C'est-à-dire que vous pouvez extraire des différents aspects de date en faisant la transformation de character, de texte à date. Du coup, Arnaud? Oui, bonjour. Oui. J'imagine qu'on peut aussi descendre aux heures et aux secondes. Oui, Oui, hein, effectivement. Oui. merci. Après, dans notre fichier de données, ici, si tu regardes, on n'a pas les heures et les secondes. Mais pour extraire des heures, des secondes, des millisecondes, parfois, quand on utilise des données, par exemple, des signaux pour les patients, on a des données de secondes et millisecondes. Tu dois avoir des données un peu plus étendues que ça. D'accord? Merci, Arnaud. Est-ce que c'était clair? Parfait. Autre chose qu'on peut faire avec ce format date, on peut changer le format. Je sais que les Américains, les Européens, dans les différents pays, ils ont des différents formats utilisés. On peut très simplement dire que je veux d'abord le mois, je veux reformater mes dates d'une façon qu'il y a d'abord des mois, après les jours et après l'année. Du coup, on change ce format vers un format qui est comme ça. Du coup, ça va être très facile. Si vous travaillez avec le texte, ça va être vraiment difficile de changer le format, mais en changeant le format de données, vous pouvez le faire pareil. La même chose, quand il y a, par exemple, les Américains qui utilisent les données, ils mettent d'abord le jour, après le mois et après l'année. Vous pouvez juste utiliser la fonction format et mettre l'ordre dans lequel vous voulez présenter vos données. Du coup, ça, c'était en utilisant la fonction strip time. Il y a une autre fonction qui fait la même chose, c'est cette fonction asDate. C'est exactement la même chose, c'est que strip time, s'il y a des textes compliqués, il va prendre juste aspect du temps. asDate, ça attend que dans le colonne, il y a juste les dates. Du coup, si je fais tourner asDate, ça me donne date et c'est formaté comme les dates des premiers jours jusqu'au dernier jour. Après, je veux travailler avec cette base de données. Du coup, je vais sélectionner juste les colonnes qui m'intéressent. Ici, la colonne qui m'intéresse, c'est date, le nombre d'individus dans le shelter et les vacances, les holidays. On a Pâques, Thanksgiving et Noël. Je vais sélectionner. Est-ce que vous avez un peu d'expérience de travailler avec dplyr? Oui, un peu. Je vais quand même vous expliquer dans dplyr, on prend le data, le fichier de données. Ça, c'est-à-dire que on va appliquer une fonction. Quelle fonction on va appliquer sur le données? C'est la fonction select, avec laquelle on sélectionne quelques colonnes, date, et ça, c'est juste le nom des colonnes sélectionnées. Du coup, si je regarde les données, je vais avoir juste ces 4 colonnes-là. Pour modélisation, je vais dire que ça, total individuals in shelter, je veux juste changer son nom à variable dépendant Y. Ça, c'est juste changement du nom.
c'est la même chose. C'est juste, j'ai changé le nom. Maintenant, ce qui est important, c'est, et Lucie, ça revient à ta question des périodes. Comment je peux dire à R que, OK, première chose, j'ai dit à R que ça, c'est une date. Il le comprend très bien que c'est une date. Maintenant, je veux dire que ça, le Y, notre variable dépendant, ce n'est pas juste une série de chiffres. C'est en fait une série temporelle journalière qui dure 365 jours de l'année. Et ça augmente et ça diminue et ça recommence avec les dates correspondantes. Pour faire ça, je dois utiliser cette fonction TS, c'est-à-dire Time Series, dans laquelle je dois spécifier la variable que je dois rendre comme une série temporelle, la fréquence d'un cycle au complet. C'est-à-dire que si j'ai des données mensuelles, ça va être 12. Si j'ai des données de type de lundi à dimanche, ça va être 7. Cette fréquence, ça correspond à une fréquence d'un cycle au complet dans les données. Est-ce que c'est clair pour vous? Après, je dois dire que, OK, premier point dans notre base de données, ça correspond à quel point dans notre fréquence. Par exemple, si je dis rien, lui, il peut penser que pour R, il peut penser que, OK, ça, c'est le données de 1er janvier. Mais je dois spécifier que non, effectivement, ça, on commence dans notre cycle au complet de 365 jours. Je commence dans l'année 2013, dans le jour 233. Est-ce que ça fait sens pour vous? N'hésitez pas parce que c'est super important de bien comprendre ça. Ce que je fais ici, c'est que je rends mes données, je transforme une colonne, le nombre de personnes qui demandent l'abri à une série temporelle. Je dis que dans notre série temporelle, la durée d'un cycle complet, c'est 365 jours et le point de commencement, c'est l'année 2013, jour 233. Mathieu. Oui, en fait, Y, c'est le nombre de jours. Non. Y, OK. Je reviens avant. Ce que ici, deuxième colonne de notre base de données, c'était le nombre de personnes qui a demandé OK, de l'abri. OK. Et juste, OK, j'ai OK. changé, j'ai ici à Y parce que ça va être la variable dépendante dans notre modélisation. Est-ce que c'est clair? Oui, oui. Parfait. OK. Du coup, si je fais ça, maintenant, je peux en fait faire une visualisation des données de 2013 jusqu'au 2020, de regarder comment ces données, ça augmente et ça diminue. Je peux faire des visualisations beaucoup plus spécifiques aussi, par exemple en utilisant cette fonction ggSeasonPlot, je peux faire un courbe par année pour regarder, par exemple, pour chaque année, c'est quoi. Ici, autour du mois de janvier, on voit que le demande de l'abri, pour majorité des années, pas tous les années, mais pour majorité des années, c'est très haut. Après, au niveau d'été, le nombre de demandes de l'abri, ce n'est pas très élevé. Et plus qu'il fait froid, plus vers la fin d'année, le nombre de demandes de l'abri, ça augmente. Est-ce que c'est clair jusque-là pour vous? Ursula, pardon. Merci.
Je pose la question quand même, mais je suppose que la réponse est oui. Si ma variable dépendante, si mon Y est une variable catégorielle, donc un oui, non. Par exemple, je vais dire quoi, nombre d'accouchements, je peux quand même faire le data plot que Oui, vous avez fait. oui. OK, donc ça me donnera... Le OK, nombre de personnes, le nombre de oui et non dépendant OK. à votre... Ouais. OK, Oui. d'accord. Est-ce qu'à ce moment-là, est-ce que vous avez des exemples si jamais on a une variable catégorielle? Comment est-ce quelle Non, serait la... OK, parfait. non, Merci. je sais pas. Mais tu peux m'envoyer un email si... OK, super. Oui, oui, Merci. aucun OK, souci. Mathieu, merci. tu avais la main levée? Oui, en fait, c'est une question, comment on peut vérifier donc la temporalité là sur une année? Par exemple, j'ai eu une variation sur une année, par exemple, si en 2004, est-ce que je peux segmenter durant cette année pour voir, donc par exemple, si c'était pas moi, je ne sais pas si je me fais bien comprendre, si c'est pas, si j'ai une variation, j'ai la variation globale sur une année, mais ça varie, par exemple, si c'est de janvier à mars, de mars à avril, est-ce qu'il y a possibilité de faire sortir ça pour voir au sein d'une année, est-ce que la variation reste stable ou pas? Oui, je vais expliquer ça juste après. Il y a des façons de faire ça. C'est en fait la façon plus première approche pour regarder les bases les séries temporelles qu'on regarde. Ça s'appelle... Merci beaucoup. oui, oui. OK. Juste, je vais dire une autre spécificité des séries temporelles et après, on va passer à décomposition saisonnière, seasonal decomposition. Ah, j'imagine que vous allez faire plusieurs cours. Déjà, vous êtes très familier avec ces concepts de jeux de données entraînement et de tests, de séparer ces jeux de données. En fait, quand vous avez des données qui ne sont pas de type des données séries temporelles, ça se fait de façon aléatoire, c'est-à-dire que vous prenez 20% des données de façon aléatoire pour le mettre dans votre jeu de données de test, 90% de façon aléatoire pour entraînement, et après, vous faites votre entraînement et vous le testez sur jeu de données de test. Pour les données de série temporelle, ça ne passe pas comme ça. Votre entraînement, ça doit être toujours avant et le test, ça doit être toujours après. C'est-à-dire que si on a des données de 2010 jusqu'au 2020, on fait notre entraînement de 2010 jusqu'au 2018 et après, on fait le test de 2018 jusqu'au 2020. Le sélectionnement des données d'entraînement et de test, ce n'est pas de même façon aléatoire. C'est basé sur la temporalité des données. Est-ce que ça, c'est clair pour vous? Oui? OK. Si ce n'est pas clair, vous me dites. Ici, par exemple, je dis, je veux faire un jeu de données d'entraînement, un jeu de données de test. Pour jeu de données d'entraînement, je vais prendre toutes les données qui datent avant mois de septembre 2020. Et pour le jeu de données de test, je veux toutes les données qui viennent après mois de septembre de 2020. Training, test. Maintenant, on va continuer pour regarder comment on peut modéliser ces données-là. Première façon de regarder est de décomposer une série temporelle. Ça s'appelle décomposition saisonnière. C'est quoi une décomposition saisonnière? En fait, l'idée derrière décomposition saisonnière, c'est d'extraire trois
composants principaux des séries temporelles. Dans des compositions saisonnières, on dit que si j'ai une série temporelle, je vais avoir une partie qui est tendance, une partie qui est saisonnalité et une partie qui est erreur qui n'est pas pris en compte entre tendance et saisonnalité. Et après, on peut utiliser des régresseurs externes, des autres techniques de type régression pour prédire tout ce qui n'est pas tendance et saisonnalité. Mais d'abord, regardons c'est quoi la tendance. La tendance, c'est un taux constant ou pas constant, mais dans le cas le plus simple, ici, vous voyez que la moyenne de demande, ça augmente au cours de temps. Du coup, le taux constant de changement au cours de temps, ça s'appelle tendance. Et ça peut être une tendance qui augmente ou bien une tendance qui diminue. Est-ce que c'est clair? C'est quoi une tendance? Après, ce qui ajoute sur cette tendance, c'est des variations saisonnières, c'est-à-dire des patterns cycliques qui existent dans les données. S'il y a des cycles qui augmentent, qui diminuent, qui augmentent, qui diminuent. Du coup, qu'est-ce qu'on a dit? Dans des compositions saisonnières, il y a 3 parties tendances. Si au cours de temps, les données augmentent, diminuent ou, par exemple, ici, on voit que dans nos données de demande de l'abri de 2014 jusqu'en 2018, il y avait augmentation. Après 2018, il y avait une diminution. Ça, c'est une tendance aussi. C'est une tendance qui a 2 parties. Vous allez voir un peu plus tard, mais les tendances, ça peut être linéaire et simple, mais ça peut être compliqué aussi, avec plusieurs parties. Du coup, vous voyez qu'on a cette tendance qui augmente et après diminue. On a ces variations saisonnières qui augmentent et diminuent à l'hiver de chaque année. On a l'augmentation et vers l'été de chaque année, on a cette diminution. Mathieu, est-ce que ça correspond à la question que tu m'as posée? Oui, tout à fait. Parfait. D'accord. Kamran, est-ce que je peux juste t'interrompre pour te Oui. dire, tout à l'heure, tu as dit si vous pouvez me contacter par email, etc. Peut-être mets ton email dans le chat parce que moi, je ne l'ai pas communiqué aux apprenants. Oui, d'accord. Aucun souci. À la fin de session, Absolument. oui, je vais mettre ça sur le chat. Merci. Alors, du coup, si on continue, on a la tendance, les variations cycliques, et après, tout ce qui n'est pas compris, qui n'est pas, toutes les variations qui n'est pas de type tendance ou variations cycliques, qui sont variations d'erreur. On a 3 termes qui sont utilisés dans les livres différents. Soit on dit variation d'erreur, soit variation aléatoire, soit variation résiduelle. Les 3 termes, ça correspond au même concept, c'est-à-dire dans les séries temporelles, on a regardé, on a fait une extraction des tendances, on a fait une extraction des variations saisonnières et tout ce qui reste et qui n'est pas captivé par notre modèle, c'est cette variation d'erreur résiduelle ou aléatoire. Et enfin, ce qu'on essaye de faire, c'est d'extraire ces 3 composants de nos données par cette technique de décomposition saisonnière, c'est-à-dire de voir à quoi ça correspond, ces variations aléatoires, tendances et saisonnières. Juste un autre mot avant de vous montrer le code pour comment faire ça, c'est que tendance ainsi que les variations saisonnières, ça peut être additif, linéaire ou multiplicatif. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que
plus simple, c'est pour tendance. C'est que tendance, ça peut augmenter ou diminuer de façon linéaire ou augmenter de façon non linéaire. C'est-à-dire, plus que le temps passe, le taux d'augmentation, ça devient plus en plus rapide. Du coup, ici, si on regarde, ici, on a un taux d'augmentation qui est assez stable. Ici, notre taux d'augmentation, ça change au cours de temps. Ça, c'est la différence entre tendance additive, qui est constante, et multiplicative. C'est la même chose pour les variations saisonnières. Pour les variations saisonnières, on peut avoir des variations saisonnières qui sont égales, c'est-à-dire que les augmentations et diminutions, c'est pareil pour tous les ans. Ou de façon multiplicative, c'est-à-dire que augmentation et diminution s'accentuent et ça devient plus fort chaque année. Du coup, si vous regardez ici, augmente la distance entre le point le plus bas et le point plus haut, c'est toujours pareil. Mais ici, pour première année, la distance entre point plus bas et point plus haut, par exemple, c'est 2 unités, mais au 4e année, cette distance, ça augmente au cours de temps. Est-ce que c'est clair ça pour vous? Oui. OK. Si ça c'est clair, et dans votre code, vous devez expliquer et vous devez regarder, tester si avec vos données, ce qui marche mieux, c'est cet aspect additif ou multiplicatif, soit pour le tendance, soit pour l'aspect saisonnier. OK. Si on regarde dans notre code, j'essaie de le faire ici. Non, ici. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà travaillé avec les collabs, mais vous pouvez juste cliquer ici sur la section. Du coup, ici, je vais prendre dataset Y, ce qui est ma variable dépendante, nombre de demandes de shelter, ce qui est cette variable-là. Je le mets dans cette fonction qui s'appelle decompose. Je pense que c'est assez intuitif, compréhensible pour tout le monde. Je veux faire une décomposition saisonnière de ma variable de demande de l'abri de type additif. C'est-à-dire que pour moi, les tendances et l'aspect saisonnier sont additifs. Je fais tourner ça. Ça me donne une visualisation si je fais le plot qui me montre l'aspect saisonnier des données, la tendance, les données réelles et variance résiduelle qui n'est pas expliquée par ces facteurs-là. Si je veux faire la même chose de façon multiplicative, ce qui n'est pas nécessaire parce que, en fait, au moins l'aspect saisonnier, ce n'est pas multiplicatif. Juste, je change l'argument type de type additif à multiplicatif pour avoir les résultats. Et si vous regardez, ça ressemble presque parfaitement, c'est-à-dire pour ajouter cet aspect multiplicatif à rien ajouter à nos données. C'est Ursula et après Lucie. Merci Cameron. Juste pour que ça puisse, je puisse m'assurer de comprendre, est-ce que ce serait possible de nous réexpliquer c'est quoi la différence entre type additif et multiplicatif? Je sais que la diapositive précédente était assez claire. Merci. Aucun souci. Juste, je veux voir c'est quoi la question de Lucie et après je vais répondre aux questions. Oui, moi je me demandais juste si le fait de choisir si c'est addictif ou multiplicatif, ça dépendait de ce qu'on connaît des données ou est-ce qu'il y a moyen de tester pour savoir lequel choisir avant de dérouler le code? C'est pour ça qu'on doit faire la visualisation des données en amont parce que
on doit avoir une idée si c'est additif ou multiplicatif. Pour moi, la façon que je procède, c'est que je fais en fait d'abord une visualisation des données. Si je veux faire une décomposition saisonnière, je fais tourner exactement comme j'ai fait ici, de façon additive et multiplicative, et je vais regarder si les résultats sont différents. S'il y a une différence entre les résultats, je vais essayer de comprendre quel modèle s'affite mieux avec mes données. Et comment je peux voir ça? C'est le modèle dans lequel ce composant de variation d'erreur, c'est plus petit. Je peux vous montrer ça après, mais dans cet objet décomposition, vous avez variation d'erreur. Et quand vous regardez le chiffre qui correspond à cette variation d'erreur, si l'aspect additif, ça correspond mieux à vos données, du coup, la variation d'erreur, ça va être moins élevée. Je vais revenir à la question de Ursula et je vois qu'Arnaud, il pense très fort. Probablement, il a une question, mais OK. Ursula, on revient vers c'est quoi additif et c'est quoi multiplicatif. Tu vois, juste regarde cette tendance-là qui augmente au cours de temps et celui-là, juste les lignes bleues. C'est quoi la différence entre ligne bleue ici et ligne bleue ici? Tu vois, ligne bleue ici, c'est linéaire, c'est-à-dire qu'avec une année qui passe, on a cette augmentation. Deuxième année, on a la même augmentation, c'est-à-dire que si je te dis que le nombre de demandes de l'abri a une tendance linéaire, par exemple, à 10% par année. C'est-à-dire, de façon constante, chaque année qui passe, on a 10%, on a 10%, non, c'est pas pourcent, c'est en fait le même chiffre de personnes qui augmente. Par exemple, première année, on a 100 personnes. Deuxième année, on a 110 personnes. Deuxième année, on a 120 personnes. Mais ici, on a cet aspect non linéaire. C'est-à-dire que si on a première année, 10 personnes qui ajoutent, deuxième année, ça peut être 15 personnes, troisième année, 20 personnes, quatrième année, par exemple, 25 personnes, et ça augmente. Il y a une augmentation dans la tendance. Est-ce que ça fait du sens pour toi? Oui, parfait. Oui. Merci beaucoup. OK. Arnaud? Non, c'est correct? Parfait. Non, j'ai plein de questions, mais en fait, j'essaie de voir comment utiliser ce genre de données pour mes données. Donc, c'est tout. Mais c'est ça. Je vais vous partager mon adresse courriel et n'hésitez pas de m'envoyer un email. Je vais vous partager les ressources ou si vous avez besoin des idées, on peut discuter de ça aussi. OK. Alors, du coup, ça, c'était la façon le plus, je dirais pas le plus simple, parce que même les idées ici sont pas vraiment simple, mais c'était la première façon qu'on a abordé des données de série temporelle. Mais vous pouvez me dire qu'on peut aller un peu plus loin que ça. On peut en fait regarder les données de série temporelle et pondérer l'effet saisonnière et l'effet de tendance par les données plus récentes aux données plus anciennes. Qu'est-ce que j'entends par ça? En fait,
on a ce concept de lissage exponentiel qui peut paraître un mot compliqué, mais le concept, c'est assez simple. Vous pouvez me dire que ce qui compte dans le domaine de l'abri, c'est un peu naïf de regarder 20 ans en arrière pour prédire cette année. On doit pondérer l'importance des années en arrière et donner plus de poids aux années plus récentes. Peut-être il y a des facteurs qui comptent, peut-être il y a réchauffement planétique, peut-être il y a des facteurs socio-économiques qui sont changés. Du coup, il faut regarder plus les aspects tendances et les aspects saisonniers dans les années qui sont plus proches de nous et donner moins de l'importance aux tendances et les patterns saisonniers des années qui sont plus loin de nous. Le concept de exponential smoothing, c'est exactement ça. Quand on fait notre décomposition, on doit pondérer cette décomposition et donner plus de poids aux données plus récentes et moins de poids aux données qui sont moins récentes. Du coup, il existe cette méthodologie qui s'appelle Holt-Winters ou triple lissage exponentiel triple qui correspond, qui dit que exactement comme avant, on a 3 composants de tendance, saisonnalité et erreur, mais on doit, quand on fait notre décomposition, on doit donner plus de poids aux données plus récentes qu'aux données moins récentes. Ce qui est bien, c'est que cette façon de faire, ça nous donne la capacité de faire extrapolation vers l'avenir aussi. C'est-à-dire qu'on peut remettre les aspects tendance, saisonnalité, erreur ensemble pour dire qu'à la base des moyens pondérés plus anciens et plus récents, c'est quoi ma projection pour l'avenir? Okay. Est-ce que jusque-là, c'est clair pour vous? Est-ce que vous avez des questions? Arnaud. Oui, cette notion de lissage, je la trouve un peu contre-intuitive parce qu'on a vraiment besoin enfin, la plupart du temps, on a besoin des données anciennes, justement. Enfin, je veux dire, elles sont aussi importantes dans notre modèle que les données les plus récentes. Enfin, ça dépend vraiment du type d'analyse que l'on veut faire, mais si par exemple on prend des changements climatiques, on s'entend que les données plus anciennes, c'est basique comme exemple, mais donnent des températures plus basses, que les données les données d'il y a 50 ans seront plus basses que les données de l'année dernière. Donc, si on prend seulement, finalement, si on pondère fortement les données de l'année dernière, on aura tendance à sous-estimer, j'imagine, le changement de température. Enfin, tu vois un petit peu l'idée. J'ai du mal à voir en fait l'utilité du lissage comme ça, du lissage pondéré en fait. Ok. C'est que, par exemple, je comprends ce que tu dis, mais peut-être j'essaie de reformuler mon explication du concept de lissage pour que ce soit un peu plus clair. Si on reste avec changement climatique, si on regarde, par exemple, les données il y a 200 ans jusqu'à maintenant, et on voit que les patterns saisonniers, c'est toujours pour 80% de ce temps-là, c'est-à-dire que jusqu'il y a 40 ans, les patterns saisonniers, c'était toujours clair. Il y a quatre saisons et ça oscille avec les 4 saisons. Et maintenant, au cours de 40 dernières années,
les patterns saisonniers, ça change de façon qu'on n'a pas vraiment 4 saisons, on a 2 saisons. Si on ne prend pas cette différence en compte, on mélange l'effet saisonnier il y a 200 ans jusqu'à il y a 160 ans. Pardon, c'est-à-dire oui, jusqu'à il y a 40 ans. On prend l'effet saisonnier de 160 ans et on les donne la même importance que les effets saisonniers de 40 dernières années. Mais peut-être au cours de 40 dernières années, ça s'est passé quelque chose qu'on a 2 saisons et on ne doit pas donner autant d'importance aux fluctuations saisonnières plus anciennes que les données que ça se passe au niveau de il y a 40 ans. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair. Mais par exemple, si tu prends, je sais pas moi, un cycle d'éruption solaire, par exemple, qui est un cycle à, je dis n'importe quoi, ou alors une comète qui revient tous les 2000 ans. Si tu fais cette pondération, tu vas la voir, ta comète, tu vas la voir en l'an 1000, enfin l'an 0, et puis en l'an 2000. Et donc, si tu utilises ce lissage, tu vas gommer finalement cette occurrence, en fait, cette récurrence, en fait. Enfin, tu vas la déformer, non? Mais bon, c'est juste qu'intuitivement, je me dis que c'est un outil qui peut être dangereux à utiliser, en fait. OK. On laisse Lucie de poser sa question et après, je reviens sur ce point-là. Okay. Oui, moi, je me demandais du coup, l'atténuation, elle est proportionnelle en fonction du temps qui va s'être écoulé. Comme par exemple, si je fais mon test sur des données qui ont eu comme 3 ans avant, l'atténuation va être différente que si je prends des données qui sont étalées sur 40 ans. C'est bien ça? Oui. OK. Oui, c'est exactement ça. Mais il y a une autre chose que peut-être je n'étais pas assez clair sur ce point-là. Si on a le même pattern, la même tendance et les mêmes effets saisonniers de façon constante au cours de temps, et ça ne change pas, cette lissage, ça ne fait rien. Du coup, les données lissées, ça correspond en fait, ce qu'on a présenté juste avant, c'est que ce lissage, ça devient intéressant quand on voit que les patterns, soit de tendance, soit de ces patterns saisonniers, ça change. Et on dit que, OK, dans nos patterns, on a des changements et on doit donner plus d'importance aux changements plus récents que les changements plus anciens. Mais si, en fait, on a le même pattern au cours de temps, les données plus importantes et les données moins importantes, ils vont être le même. Je ne sais pas si ça fait du sens pour vous ou pas. Si, ça va aller, en fait. Mais en fait, je rejoins Arnaud un petit peu parce que surtout pour les données sur la température, c'est clair que donc avant les données sur la température, donc la moyenne c'était plus faible. Maintenant, on a la moyenne plus forte. Donc, est-ce que tout dépend de ce qu'on veut faire aussi? Est-ce qu'on est obligé de donner beaucoup plus d'importance aux données sur les dernières années ou bien les données sur les années antérieures? C'est que une autre chose, c'est que dans votre tâche de prédiction, c'est pas du tout, vous n'êtes pas obligé, mais si vous faites tourner votre modèle avec et sans lissage, vous faites une décomposition saisonnière très simple sans lissage. Et après, vous faites votre modèle avec le lissage.
Et vous regardez votre part de variation résiduelle et vous voyez que votre modèle s'affine mieux avec le lissage que sans le lissage. Peut-être il y a une raison de prendre en considération le lissage. OK. Mais est-ce que, en fait, il y a plusieurs modèles aussi. Quand on veut modéliser les données temporelles, parce que les données se présentent sous plusieurs formats. Oui. Est-ce que, donc, on est obligé de faire la régression linéaire? Est-ce que pour une donnée quelconque, il n'y a pas, je ne sais pas, une autre fonction, un autre modèle pour pouvoir faire ça? Parce que dans le cas de ce que M. Arnaud a avancé pour les données de température, ça deviendrait problématique. Parce que quand même… Justement, si on... non, Ouais. je comprends. En fait, si tu regardes ici, ça, c'est en fait, comment j'ai construit ce cours-là, c'est les modèles différents qui peuvent être faits sur les données de type série temporelle. Et si, pour vos données, d'utiliser un lissage, ça va être problématique, il n'y a pas de problème, vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous pouvez passer soit sur un modèle plus simple, soit un modèle plus compliqué et regarder quel modèle ça correspond mieux à vos données. Ah, d'accord. Merci. Ça, c'est intéressant. Okay. Du coup, pour faire lissage exponentiel, ce qu'on doit utiliser, c'est cette fonction qui s'appelle Holt-Winters. Holt et Winters, en fait, c'est le nom de deux statisticiens qui ont développé de façon indépendante, mais en même temps, le même modèle de lissage exponentiel. Sur votre donnée, en fait, la façon de faire, c'est vraiment similaire à ce qu'on a fait avec la fonction decompose. On met le nom de fonction Holt-Winters, notre série temporelle, et si ici c'était type, additive or multiplicative, ici ça serait seasonal, additive or multiplicative. Et le faire tourner. Après, vous pouvez visualiser les différents aspects de données. Il y a une petite différence. Ici, on a le trend de façon, de façon indépendante. Dans le Holt-Winters, le trend s'est décomposé en deux niveaux. Il y a level et il y a trend, mais en fait, la variable trend de decompose, c'est ces deux aspects-là, trend et level. Vous avez votre aspect saisonnier. Et si vous faites plot Holt-Winters model, ça c'est comment le modèle prédit que ces données, ça doit être en ligne rouge et ligne noire, c'est les vraies données. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec en fait Holt-Winters, vous pouvez utiliser cette fonction forecast pour faire prédiction vers l'avenir. C'est-à-dire de dire, OK, à la base de ces données-là, avec lissage exponentiel, je vois que quelqu'un a envoyé un message, je vais répondre à ça tout de suite. À la base de ce modèle de Holt-Winters, je le fais tourner, je le nomme Holt-Winters. Est-ce que tu peux me faire une projection pour, par exemple, un nombre de jours? Maintenant, ici, j'utilise, est-ce que vous connaissez cette fonction nrow? Non. OK. Je reviens en avant. Vous vous en souvenez qu'ici, en haut, j'ai fait un training set
et un test set. Si je regarde il y a 2598 lignes dans notre jeu de données d'entraînement. Dans notre jeu de données de test, il y a 42 lignes. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on a pris les données pour à peu près 3000 jours pour entraîner un modèle pour faire une prédiction sur 42 jours. Est-ce que ça fait du sens? Ici, dans la fonction forecast, ce que je dis, prends le modèle Holtzwinter que j'ai fait tourner en haut et fais une prédiction de 42 jours. Parce que je veux comparer ces 42 jours avec les données de test pour voir à quel point les données de test, ça correspond avec les données prédites par le modèle Holtzwinter. Du coup, c'est pour ça que je mets H, horizon, de genre le nombre de jours que je veux prédire en avenir. C'est pour ça que j'ai mis n-row, number of rows of test set. Je pouvais juste mettre 42, mais ce 42, c'est vraiment la longueur de base de données de test. Du coup, si je fais ça et je fais un plot de ça, vous voyez qu'il dit qu'il y aura une augmentation au cours de temps. Mais on sait très bien que le modèle a tort. Si on regarde les données, il n'y avait pas d'augmentation, il n'y avait qu'une diminution. Mais comment on peut savoir si le modèle a bien fonctionné ou pas? En fait, je reviens sur la présentation, mais avant ça, je vais regarder ça. Ah, Lucie, j'ai une... OK. Lucie, elle est partie. Pas de souci. Maintenant, on regarde de comment on peut mesurer la performance d'un modèle. Vous voyez, du coup, ici, on a fait un forecast, une projection dans l'avenir. Et maintenant, on doit regarder à quel point cette projection, ça correspond à ce qui est passé avec les vraies données. Une façon de le faire, c'est utiliser en fait ces mesures, soit mean absolute errors ou root squared mean errors. Est-ce que vous avez entendu déjà parler de ces mesures-là? Probablement, oui, non. OK, je vais vous expliquer. Dans mean absolute errors, par exemple, c'est la somme de différence entre les vraies données et les données prédites. Par exemple, le nombre de demandes de l'abri pour premier jour prédite, le vrai chiffre, c'était 100 et chiffre prédit, c'était 80. Du coup, il y a une différence de 20. On prend la valeur absolue de ça, on les somme et on le divise par le nombre de prédictions. Ça, c'est mean absolute error. Du coup, on regarde à quel point les prédictions sont loin de nos vraies données. Une autre façon de calculer ça, c'est d'utiliser root squared mean error, de prendre cette différence entre les données prédites et les vraies données, de faire en fait un puissance 2 de ça, faire la somme divisée par le nombre de prédictions et de faire un racine carrée de ça.
ces mesures de performance des données, ça vous donne des chiffres, mais ces chiffres-là, ils sont des valeurs que vous devez utiliser par rapport aux autres modèles. C'est-à-dire que vous faites tourner ça une fois avec un modèle de décomposition saisonnière, une fois avec un modèle de Holt Winters. Je vous montre une fois avec un modèle de type ARIMA pour voir quel modèle ça vous donne des chiffres moins élevés de mean absolute error ou root square mean error. Il y a une autre mesure, c'est mean absolute percent error, ce qui est... Ah, ça c'est bougé, je ne sais pas pourquoi c'est bougé. Mais ça, c'est un peu plus compréhensible. C'est le pourcentage moyen d'erreur pour toutes les prédictions qu'on a eues. C'est-à-dire, si notre valeur, notre vraie valeur, c'était 100, notre prédiction, c'était 90, la différence entre ces deux-là, c'est 10 divisé par 100. Pardon. Ça va être 10%. Vous faites la somme de tous les erreurs, de pourcentage d'erreurs, et vous faites la moyenne de ça pour avoir ce mappé. Mean absolute percentage error. La façon d'avoir accès à cette performance, c'est juste d'utiliser cette fonction accuracy pour avoir la différence, en fait, la correspondance entre les prédictions et les vraies valeurs de notre avenir jeu de données de test qu'on a eu. Et si on le fait tourner, par exemple, sur ce mappé, on voit qu'on a à peu près en moyenne 90% d'erreurs, ce qui est vraiment catastrophique. Et notre modèle, ça ne fit pas bien avec les données. Ce n'est pas grave, on va tester les autres modèles. Est-ce que ça vous va jusqu'à maintenant? Du coup, même si on n'a pas le temps de finir tout ce que j'ai mis ici, parce que je vous ai mis seasonal decomposition, exponential smoothing, peut-être on aura le temps d'aller jusqu'à ARIMA, mais il y a des autres modèles plus intéressants comme Facebook Prophet, Autoregressive Neural Networks. En fait, la façon de faire, ça reste pareil. C'est toujours de prendre un modèle, de le fitter sur une grosse période de temps, de regarder la performance de données, de faire une projection pour l'avenir, de regarder la performance de votre modèle sur jeu de données de test, de le faire ça avec plusieurs modèles. On a expliqué 2 jusqu'à maintenant, mais ici, il y en a 5. Dans le vrai, il y a une quinzaine pour les séries temporelles et de sélectionner les meilleures données pour faire la projection qui correspond à vos données. OK. Ici, j'ai mis un petit challenge, mais on va le faire ensemble pour voir à quoi ça correspond. Ça, c'est les données Air Miles des années, en fait, 86 jusqu'au 2000, je pense, si je fais tail, Air Miles, jusqu'au 2005. On a le nombre de Air Miles de voyages aériens faits par les passagers. Et on voit que plus que le temps passe, il y a plus de voyages, mais les voyages, c'est fonction du temps par rapport, par exemple, toujours au cours de l'été, il y a plus de voyages. Après, au niveau de l'automne,
il y a moins de voyages. Après, au niveau de Noël, il y a plus de voyages et il y a des changements saisonniers. Ce que je vous ai demandé de faire, c'est, mais on va le faire ensemble, c'est de faire ce modèle Hold Winters sur ces données-là pour extraire en fait déjà les différents aspects, soit les tendances, soit l'aspect saisonnier de ces données-là, et après de faire une projection. Ce que je vais faire, OK. Première chose, vous voyez, les données, ça va jusqu'au mois de mai de 2005. Du coup, je vais prendre les données avant le mois de mai de 2004, un an avant, comme le données d'entraînement, et le 12 mois après, du mois de juin 2004 jusqu'au mai 2005, comme les données de type test. Je fais tourner un modèle Hold Winters. Ici, j'ai testé, en fait, avant, j'ai vu qu'au modèle multiplicatif, ça fit mieux avec mes données-là. Mais vous pouvez tester avec additive ou multiplicative. Après, une fois que je fais tourner le modèle, je vais avoir le forecast, demander la prédiction pour l'avenir pour 12 mois et regarder la performance de modèle avec cette fonctionnalité de accuracy pour voir c'est quoi la performance de modèle. Oui, Ursula. Merci Cameron. J'avais une question ici, par exemple, je vois qu'il y a une chute avant 2002. Est-ce qu'en utilisant le même graphique, ce serait possible de voir à quelle date et puis faire sur le même graphique un avant et après cette période-là? C'est-à-dire prendre une date fixe et essayer de voir comment est-ce qu'il y a une variation avant et après en essayant d'avoir... Oui. Sur le même graphique, on peut le faire? Oui, on peut le faire. Okay. En fait, je vais, peut-être aujourd'hui, on ne va pas arriver à faire ça. Okay, mais les modèles qui font ça, je vais juste te montrer ça tout de suite, sont des modèles un peu plus compliqués, des modèles de type Facebook Profit. Tu vois, les modèles comme ça, ils ont cette capacité de change point, des points d'inflexion. Et tu ajoutes pas juste sur le graphique, mais dans ton modèle, la possibilité des points d'inflexion dans tes données. Du coup, le modèle, il prend en compte que dans la modélisation, par exemple, si je reviens sur ça, la graphe, il estime un modèle jusqu'à ce point-là et un autre modèle à partir de ce point-là. Et le modèle final, ça va être un ensemble de deux modèles pour deux périodes différentes. OK, merci. OK. Est-ce que vous avez une question, commentaire? En fait, ça, c'était une façon de voir les séries temporelles, c'est-à-dire de diviser les séries temporelles en trois sources de variation. Je fais ça, défi. Les sources de variation, soit saisonnières, soit de tendance, soit variation d'erreur, et analyser des données de cette façon. Il existe des autres modèles pour analyser des données de séries temporelles de type ARIMA ou, si vous avez entendu, SARIMA, SARIMAX. Tous ces modèles-là sont basés sur un concept qui est relativement simple. C'est le concept de
autocorrélation. C'est-à-dire que les valeurs de passé sont indicatives des valeurs de futur. Ce qu'on peut faire à la base de prendre en compte une tendance, aspect saisonnière, ce qu'on peut faire, c'est juste de trouver la corrélation entre les valeurs d'aujourd'hui avec les valeurs d'hier et faire des projections à partir de cette corrélation. Tout ce qu'on dit dans ARIMA ou SARIMA ou SARIMAX, cette AR, c'est autorégression, c'est-à-dire le passé, ça peut dire quelque chose à propos de notre futur. Du coup, je pense qu'à ce point-là, après des semaines de formation, vous êtes un peu familier avec le concept de corrélation, ce qui est à quel point les deux variables sont corrélées. Ça peut aller de -1 jusqu'au 1. Valeur 1, c'est-à-dire qu'il y a une corrélation positive, -1 négative, ou inverse 0, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune relation entre les deux variables. En fait, dans les modèles de type ARIMA, et tout ça, ça se fait de façon automatique, mais le modèle, il regarde combien de temps il doit regarder dans le passé pour mieux prédire les valeurs actuelles. Du coup, il regarde, par exemple, dans le domaine de l'abri, il dit que, OK, l'année dernière, j'en avais tellement, et l'année dernière, c'était une année d'augmentation. Du coup, probablement, cette année, je vais avoir une augmentation de plus. Ou l'année dernière, c'était une année d'augmentation. Peut-être cette année, ça va être, s'il y a une corrélation négative entre les valeurs de l'année dernière et de cette année. L'année dernière, c'était une année d'augmentation. Probablement, cette année, ça va être une année de diminution. Le concept de autocorrelation, c'est-à-dire qu'il y a des informations dans les valeurs passées et il y a une corrélation de la série temporelle et les valeurs décalées en passé. La corrélation, ça diminue avec des décalages plus élevés, ce qui revient un peu au concept de lissage. Si j'essaye de vous montrer ça sur notre base de données, c'est intéressant. Première chose, c'est que ça, c'est notre base de données. Si je regarde, les valeurs de demande de l'abri dans cette année et l'année dernière. Qu'est-ce qu'il me dit? OK. J'essaie de le faire. Vous expliquer autrement. En fait, je reviens à notre présentation. Pardon, j'ai un peu perdu dans ça. Si j'utilise cette
fonction de autocorrelation function sur mes données, il me dit de première lag, c'est-à-dire des données qui sont décalées une année jusqu'aux 20 années, c'est quoi la magnitude, la grandeur de corrélation entre les valeurs observées et les valeurs de passé. Et on voit qu'il y a des corrélations très fortes. Si on change cette corrélation à corrélation partielle, on voit qu'une majorité de cette corrélation, c'est entre corrélation entre l'année actuelle et l'année passée. C'est-à-dire, en fait, la valeur de l'année passée, c'est le plus indicatif de valeur actuelle des données. Est-ce que pour ça vous fait du sens ou pas? Non. Pas de commentaires. Si. Enfin, en tout cas, pour moi, intuitivement, c'est OK. les données, c'est assez clair. Du coup, dans le modèle ARIMA, premier aspect qui est pris en compte, c'est cette autocorrélation. Après, on a des autres aspects des données. C'est intégration et le fait que si les données sont stationnaires ou pas. C'est très important de comprendre c'est quoi des données stationnaires parce que les modèles de type ARIMA, ça marche avec les données qui sont stationnaires. Du coup, cet aspect et cet I au milieu de soit ARIMA, soit SARIMA, soit SARIMAX, ça correspond à la stationnarité des données. Et pour faire une modélisation d'ARIMA, on a besoin de ne pas avoir la moyenne ou la variance qui change au cours de temps. Du coup, pour ça, on doit enlever soit les tendances, soit les variations et covariances qui changent au cours de temps. La façon de faire pour enlever ça, c'est de faire des différenciations des données, ce qu'on appelle intégration aussi. C'est de faire différenciation des données de l'année dernière de cette année. C'est-à-dire qu'à la place de regarder les données de façon comme ils sont, on différencie les données de l'année dernière de cette année. Par exemple, ici, disons qu'on a une série temporelle qui est première année 5, deuxième année 9, troisième année 1, quatrième année 7. Et à la place de regarder la série temporelle comme ça, on va faire une différenciation et on va faire différence entre 5 et 9, c'est 4. Et à la place de 9, on va mettre 4. À la place de 1, je vais mettre la différence entre 1 et 9, ce qui est moins 8. La différence entre 7 et 1, ce qui est 6. En faisant cette différenciation, on enlève tout ce qui est en fait des tendances dans notre donnée. Si je vous montre dans nos données, ça c'est nos données de demande de l'abri, si vous vous en souvenez. Du coup, on voit que clairement, on a les tendances qui montent, qui descendent, on a des aspects cycliques, mais tout ça rend nos données non stationnaires. En utilisant cette fonction diff, je fais cette action de différenciation sur nos données. Et si je le regarde, ça, c'est visualisation des données différenciées. Vous voyez qu'il y a plus, en fait, il n'y a aucune tendance, il n'y a pas de données saisonnières et ces données-là sont très faciles à modéliser avec un modèle de type ARIMA. Du coup, si je regarde, par exemple, l'autorégression dans ces données-là, c'est beaucoup plus facile
à modéliser et comprendre que dans ces données-là. Du coup, si je veux réexpliquer à vous, l'idée derrière ARIMA, c'est qu'on a une série temporelle à la place de regarder la tendance, effet saisonnière, tout ça, on va faire cette différenciation ou intégration pour rendre les données stationnaires. Et après, on va regarder la corrélation entre les valeurs et les valeurs passées pour prédire les valeurs à venir. Si je reviens à ma présentation, du coup, première chose qu'on fait, c'est cette différenciation pour rendre les données stationnaires. Après, il y a cet aspect de auto-régression ou autocorrélation. Et dernière chose, c'est cet aspect moving average, ce qui n'est pas pris en compte par différenciation et autorégression, c'est est-ce que les erreurs de modèle dans les temps passés, ça prédit les valeurs dans l'avenir. Ça va être troisième aspect de ARIMA, c'est MA, Moving Average. Du coup, intégration, c'est-à-dire comment rendre les données stationnaires, enlever tendance et aspect saisonnier. AR, autorégression, comment les valeurs de passé, ça prédit les valeurs en avenir. Et moving average, comment les erreurs de passé, ce qui n'est pas prédit par autorégression, ça prédit les valeurs dans l'avenir. Quand on utilise en fait un modèle ARIMA, on doit soit spécifier les valeurs exactes pour les paramètres autorégressifs, degré de différenciation et moving average. Soit, ce qu'on doit faire, c'est utiliser une fonction qui optimise automatiquement en fait cet aspect autorégressif, c'est-à-dire nombre de fois en passé, degré de différenciation et moving average. Ce que je vais vous montrer très rapidement parce que je vois qu'on est à peu près à 6h30. C'est comment cette fonction, ça marche. OK. Il y a une chose que je dois ajouter avant de passer à modélisation, c'est que le ARIMA, ça peut avoir des variations comme SARIMA et SARIMAX. SARIMA, c'est comme ARIMA, mais il y a un aspect saisonnier qui est intégré dans le modèle. Et SARIMAX, c'est comme un ARIMA avec aspect saisonnier et avec des régresseurs externes, c'est-à-dire les variables qui sont autres que la base, le série temporelle. Par exemple, dans le cas de notre modèle, ici, pour première fois, on essaye de faire notre prédiction, pas juste à la base de notre série temporelle, mais avec des variables, des régresseurs externes de type soit des vacances de Pâques, soit des vacances de Thanksgiving, soit des vacances de Noël. Je vais voir quoi. Il y a un chat. Annie, bonjour, madame, avoir accès à la présentation PowerPoint. Oh, oui, si vous voulez. Cameron, tu me l'enverras et puis je pourrais le donner, le retransmettre à tous les apprenants. Oui, oui. Ça marche? Oui, ça marche. OK. Du coup, ici, on utilise la fonctionnalité AutoArima
sur notre base, sur notre série temporelle, ce qui est training données colonne Y, et on ajoute en fait nos régresseurs externes pour améliorer notre prédiction. Du coup, si on fait tourner ça, je ne le fais pas parce que ça prend beaucoup de temps. Si on le fait tourner, cette modèle, ça nous donne l'ordre, le nombre de, en fait, temps qu'on doit regarder en avant, le nombre de différenciations qui doit être fait de façon non saisonnière et saisonnière, et les régresseurs, l'effet des régresseurs qu'on a utilisés. Ça nous donne les mêmes chiffres sur la performance de modèle. Si vous vous en souvenez, par exemple, ce mappé pour pour Holt Winter, c'était à 95. Ici, c'est à 15. Ça diminuait de façon très importante. De même façon, on peut faire un forecast avec le modèle SORRY-MAX qu'on a fait tourner et de regarder ce forecast, ça correspond à quoi en termes de prédiction de l'avenir. Et de regarder la performance de notre forecast. Est-ce que vous avez des questions? OK, je reviens vers arrière pour vous réexpliquer le modèle SORRY-MAX. Avant de ce modèle, la façon de faire qu'on a eu, c'était de faire une décomposition, soit de façon saisonnière, soit décomposition avec exponential smoothing. Dans le modèle ARIMA, on dit que ce qu'on veut faire, c'est un peu différent. C'est de regarder les valeurs passées pour prédire les valeurs à venir. Mais avant de faire ça, on doit rendre nos données stationnaires. C'est-à-dire quoi les données stationnaires? C'est-à-dire on doit enlever les tendances au niveau de moyenne, variance et covariance dans notre donnée. La façon qu'on peut le faire, c'est en fait en faisant cette différenciation, c'est-à-dire enlever les valeurs passées aux valeurs présentes qui enlèvent toutes les tendances dans notre donnée. On peut avoir une différenciation, deux différenciations, un nombre de différenciations nécessaires pour avoir notre donnée stationnaire. Une fois que la différenciation s'est faite, après le modèle ARIMA va déterminer comment et combien de points dans le passé on doit regarder, on doit faire autocorrélation pour prédire les valeurs en avenir. Et tout ce qui n'est pas prédit pour cet aspect autocorrélation, comment ça peut être prédit par les autres aspects qui est moving average. C'est-à-dire comment erreur dans les valeurs passées, ça peut prédire les valeurs à venir. Pour faire ça, ce qu'on utilise, c'est cette fonctionnalité AutoArima. AutoArima, ce qui est bien, c'est que vous ne devez rien faire. Il calcule de façon automatique le nombre de différenciations. Il fait la différenciation pour vous. Et si vous voulez ajouter des régresseurs externes, vous pouvez ajouter par cette option de XREG à vos données pour prédire ce qui va venir en avenir. OK. Je vois que le temps passe.
Et on est vers la fin. Il y a 2 autres modèles. Et les modèles, ça devient de plus en plus compliqué. Du coup, je vous laisse la présentation avec les détails de ces modèles-là. Juste, je vais faire le challenge avec AutoArima. En fait, les mêmes bases de données d'Air Miles, j'ai mis dans le challenge pour le faire tourner avec AutoArima pour voir comment on peut le prédire. En fait, si vous voyez, on fait training test, test set, des jeux de données pour entraînement et pour le test. Avant, et on met 12 derniers mois comme jeu de données de test. Et ce qui est avant pour entraînement, on le fait tourner avec un modèle d'AutoArima, training set. Il y a juste des données de série temporelle. On ajoute un aspect saisonnier et AutoArima, il calcule pour nous, en fait, ce qu'il nous dit, c'est qu'il y a un temps dans le passé, un coefficient de moving average et il faut faire une différenciation au niveau saisonnier pour avoir des données de façon stationnaire. On peut faire un forecast et on peut le visualiser, avoir des chiffres d'exactitude de cette prédiction. OK. Après ça, il y a 2 autres modèles. Je vais très rapidement, je vais juste survoler ces 2 modèles. Après, je vais vous laisser poser vos questions. Il y a ce modèle de Facebook Profit qui est une extension un peu plus compliquée de Holt Winters. C'est développé par Facebook, mais par une approche bayésienne. Ça permet d'avoir des vacances dynamiques et avec la validation croisée intégrée dans le modèle Profit de Facebook. On a la tendance, on a la saisonnalité, mais on peut avoir des impacts exogènes, des types de ce qu'il appelle des vacances, mais ça peut être toutes les dates qui sont importantes. Et ce qui est intéressant dans ce modèle, c'est que ce n'est pas un modèle continu. Comme j'ai expliqué à Ursula, c'est un modèle qui peut être en fait personnalisé pour qu'il y ait un modèle pour chaque morceau des données. Du coup, ce qu'on appelle des piecewise models, il y a plusieurs modèles pour continuité des données. Dans le Profit, on a tendance, saisonnalité, effet de vacances dynamique et des impacts exogènes et l'erreur qui n'est pas expliquée par le modèle. Effet de vacances dynamique, c'est-à-dire que les vacances, c'est pas juste sur une date, mais les dates avant et les dates après, ça peut compter aussi pour les effets de vacances. Il y a plusieurs paramètres dans le modèle de Facebook Profit. Il y a ces effets de vacances, il y a les effets saisonniers, qui peuvent être additifs ou multiplicatifs. Ce qui est intéressant, c'est que dans le modèle Profit de Facebook, on peut en fait changer la force de saisonnalité. On peut dire que teste-moi un modèle dans lequel il y a une saisonnalité plus forte ou plus faible et il y a les effets des vacances aussi et on peut le rendre plus ou moins fort. Et il y a change point prior scale, c'est-à-dire on dit que on dit à Facebook Profit à quel point on attend qu'il y a des points d'inflexion et des points de changement dans notre série temporelle. Si vous venez dans le
collab que je vous ai partagé ici, exactement pour le même jeu de données, je vous ai créé des jeux de données d'entraînement, de test, et j'ai expliqué comment faire tourner en fait un modèle de type Prophet sur le jeu de données de demande de la prix qu'on vient d'utiliser. Il y a cet aspect de Prophet tuning qui est un peu plus avancé, mais c'est en fait l'idée, c'est que comment on peut tourner plusieurs modèles pour trouver la combinaison de paramètres qui sont optimales pour faire tourner un modèle Prophet. Le dernier modèle qui est intéressant, c'est réseau neuronal de type autorégression. En fait, probablement vous avez fait un cours de deep learning avant ça, vous connaissez l'idée des réseaux neuronaux. Juste l'idée de réseaux neuronaux pour les séries temporelles, c'est qu'à la place d'avoir des différents nœuds comme les variables de input, des variables d'entrée. Ici, on va avoir des différents lags, c'est-à-dire que les données d'il y a 1 an, les données d'il y a 2 ans, les données d'il y a 3 ans et 4 ans. Et vous pouvez avoir des lags de façon saisonnière et non saisonnière dans ce genre de réseaux neuronaux. C'est-à-dire que vous pouvez avoir comme les données d'entrée, des données d'il y a 1 mois ou les données du mois de janvier de l'année dernière, ce qui correspond à un cycle complet. Du coup, vous pouvez avoir les données soit de lag mensuel ou lag annuel pour un cycle complet. Comme le Facebook Prophet, en fait, il y a plusieurs paramètres à spécifier dans ce genre de modèle: nombre de décalages non saisonniers, nombre de décalages saisonniers et nombre de nœuds dans le couche au milieu, le couche caché, et le decay parameter. Ici, comme l'autre, dans partie autoregressive neural network, je vous ai mis le code de comment faire tourner, créer des régresseurs externes et comment faire tourner un modèle comme ça et comment évaluer la performance. Je pense qu'on est pas mal vers le fin. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas à poser vos questions à Imran. J'avais une question de Annie par rapport à PowerPoint, ce que je vais vous partager sans problème. J'ai déjà mis en fait l'adresse de fichier et je vous ai déjà envoyé le fichier. Les données sont sur Internet, mais en fait, peut-être la façon que j'aimerais bien de terminer cette présentation, mais après, on peut discuter ensemble, c'est que comment, parce que ce n'était pas possible pour nous de regarder tous les aspects de tous les codes, de tous les modèles, mais comment il faut changer en fait votre façon de penser quand vous travaillez avec les données de type série temporelle et les données de type non série temporelle. Dans les données de série temporelle, vous devez avoir toujours cette mentalité que déjà, peut-être il y a quelque chose dans le temps, les patterns dans le temps que je dois trouver, soit des patterns linéaires ou non linéaires. Du coup, est-ce qu'il y a une tendance dans les données? Deuxième question, est-ce qu'il y a des effets saisonniers dans les données?
il y a des modèles comme ce qu'on a montré. Après, troisième question, est-ce que les effets que j'ai, c'est de type additif ou multiplicatif? Avec ces 3-4 questions et avec une visualisation simple, vous pouvez avoir une bonne idée à propos de votre série temporelle, ça correspond à quoi. Après, il y a plusieurs modèles. Vous devez faire la séparation entre les jeux de données, entraînement, test, faire fitter les données sur les jeux d'entraînement comme un pipeline de machine learning classique, de regarder la performance sur les jeux de données de test et sélectionner quel modèle peut prédire de façon optimale sur votre jeu de données de test et faire votre en fait, projection à la base de ce modèle-là. Arnaud? Oui, alors c'est une question, je ne sais pas si, en fait, j'aimerais savoir si ce modèle pourrait être pertinent dans le cas suivant. Moi, j'ai des patients qui ont une maladie rare. Donc, je dois avoir, mettons, une centaine de patients que je suis sur plusieurs années et qui ont des rechutes, en fait, avec des fréquences que j'ignore, en fait. Et en fait, ma question, c'est est-ce que je suis capable de prédire la prochaine rechute pour ces patients. Donc, c'est des données qui sont dans le temps, qui sont pas alignées, c'est-à-dire pas forcément. C'est-à-dire qu'il y a des patients que j'ai pour la première fois, par exemple, et puis d'autres, ça fait 5 ans que je les ai. Donc, je peux les aligner sur une même ligne de temps. Mais est-ce que, donc, avec ces données de 100 patients, chacun suivi dans le temps, avec un certain nombre de rechutes, avec une fréquence de rechute, est-ce que je peux mettre en place, en utilisant ce type de modèle prédictif, est-ce que je peux mettre en place, est-ce que je pourrais utiliser ce genre de modèle, en fait? En fait, et du coup, ça serait quoi tes prédicteurs? Mes prédicteurs, ce sont des biomarqueurs, par exemple, ou des événements. Donc, j'ai des biomarqueurs donc des biomarqueurs sanguins dont les niveaux augmentent, baissent, restent stables. Et donc ça, je peux, c'est ça, je les ai. Et alors, c'est sûr que je les ai, je peux les mettre, encore une fois, sur une ligne de temps. Ils sont pas toujours mesurés de manière très régulière, mais je peux les aligner, en fait, sur une ligne de temps. Et est-ce que tu penses il y a des patterns cycliques d'une façon ou l'autre dans les rechutes? C'est-à-dire que les rechutes, ça augmente en même temps et ça diminue en même temps. Alors, c'est possible. C'est justement une des questions. Oui, ça serait intéressant justement, comme tu as dit, d'aligner sur une ligne de date avec, même pour plusieurs patients, tes données de rechute et d'abord faire une visualisation de regarder si justement il y a un pattern cyclique d'augmentation et diminution et de faire ça pas justement pour ta variable dépendante, ton Y qui est rechute, de faire ça pour les biomarkers aussi. De regarder s'il y a des variations cycliques dans tes biomarkers ou s'il y a des tendances dans tes biomarkers de façon d'augmenter au cours de temps, diminuer au cours de temps. Et je pense que c'est ce que j'ai dit. Ça te donne une information importante par rapport à si ces modèles-là, c'est pertinent pour toi ou pas. Parce que si c'est pertinent, si, par exemple, tu vois qu'il y a des variations cycliques, augmentation, diminution, que tu peux mesurer dans tes données, tu peux éventuellement rien qu'utiliser un de ces modèles pour extraire cet aspect saisonnier de tes données-là et d'ajouter comme un prédicteur dans un modèle. Si tu vois que ça n'existe pas, tu vas aller juste sur un modèle de machine learning classique parce que ce que tu dis, c'est
tout à fait possible de le faire avec un modèle de machine learning classique. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que, par exemple, juste avec une visualisation simple, peut-être tu peux trouver les informations cycliques, saisonnières dans tes données qui peut être en soi-même un prédicteur rentré dans un modèle machine learning. Ok, je comprends. Ouais, tout à fait. Je te remercie beaucoup. Aucun souci. Merci à toi, Annie.